Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, il y a eu un petit problème avec l'enregistrement durant le cours, donc je vais tenter de vous refaire une démonstration qui ressemble le plus possible à ce que j'ai fait dans le cours tout à l'heure. Donc je vais commencer en lançant l'application GNU Radio, puis je vais faire le rappel par rapport au sampling rate qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vais commencer en mettant une source de signal qui représente par exemple une porteuse et puis une source de bruit. Donc la source de bruit, c'est juste pour représenter en fin de compte une bande qui aurait été captée par une radio logicielle, parce que quand une radio logicielle capte un signal, il y a toujours une partie de bruit dans ce signal-là. Donc on va additionner ces deux signaux-là ensemble pour avoir quelque chose qui ressemble, par exemple, à ce qui pourrait être capté par une radio logicielle. Maintenant, je vais mettre un bloc throttle, étant donné que je n'utiliserai pas de radio logicielle pour le moment. Et puis, je vais envoyer ça sur un Qt GUI Frequency Sync pour voir l'allure du spectre du signal en question. Donc, si je lance ça ici, donc faire démo samp frec 2. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un signal qui contient de l'énergie de moins 16 kHz à 16 kHz. Puis on a notre porteuse ici qui se trouve à 1 kHz. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un signal de cette allure-là? C'est tout simplement parce qu'il est échantillonné à 32 kHz. Maintenant, si je prends ce même signal, qui, je le rappelle, contient de l'énergie seulement que de moins 16 à 16 kHz. Donc, en bas de ça et en haut de ça, il n'y a absolument aucune énergie qui est contenue dans le fichier ou dans le signal. Maintenant, je vais prendre ce signal-là puis je vais faire une interpolation. Donc, juste un petit rappel sur qu'est-ce qu'une interpolation. Je vais vous montrer un petit graphique qui devrait vous aider à comprendre. Par exemple, si on interpole un point entre le point x0 et le point x1, tout simplement ce que ça veut dire, c'est qu'on va trouver un point qui se trouve entre les deux. Okay? Je vais donner un autre exemple sur quelque chose qui n'est pas une droite nécessairement. Donc ici, on a des valeurs, par exemple, puis on a des points qui pourraient représenter des échantillons. Donc si on voulait interpoler une valeur entre ce point-ci et ce point-ci, ce qu'on ferait, c'est qu'on essaierait de voir la tendance, puis mettre un point entre les deux, à un endroit qui serait logique que le signal se trouve à ce moment-là, étant donné la tendance. Donc, en interpolant, avec un Rational Resampler par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute des points entre les échantillons qui sont déjà présents dans le signal. Donc, supposons qu'on interpole d'un facteur de 2. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute un échantillon entre chaque échantillon déjà présent dans le signal. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire? Mettons pour le sinus ici de 1 kHz qui a été échantillonné à 32 kHz. Ici, on a un rapport de 32 entre les deux. Donc, on le sait que dans un cycle du sinus de 1 kHz, on va retrouver 32 échantillons. Mais si on interpole de 2, qu'est-ce qui va arriver? C'est plutôt que d'avoir 32 échantillons par cycle, on va en retrouver 64. Maintenant, si on regarde ce signal-là avec un instrument qui utiliserait une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une fréquence qui serait erronée. Okay? Parce qu'on aurait 2 fois plus d'échantillons par cycle que ce qu'on s'attendrait de voir. Donc, le rapport serait plus important. Donc, on pourrait penser que la fréquence serait de 500 Hz. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Puis, on peut même l'essayer, juste pour le plaisir. Donc, on va garder l'interpolation à 2 et on va garder l'instrument à 32 kHz. Et ce qu'on devrait observer, c'est effectivement le sinus de 1 kHz n'est plus à 1 kHz. C'est comme s'il était à 500 Hz. Maintenant, ça, c'est causé par le sampling rate ici qui n'est pas le bon. Parce qu'on a une interpolation de 2. Donc, le sampling rate ici n'est plus de 32 kHz, mais bien de 64 kHz. Donc, si je change le sampling rate à multiplié par un facteur de 2, qui est le même facteur qu'on utilise dans l'interpolation ici. Maintenant, ce qu'on trouve, c'est exactement le même signal qui se trouve à 1 kHz avec son bruit,
qui s'échelonne de moins 16 kHz à 16 kHz. Donc ici, ce qui est important de constater, c'est que le bruit qu'on avait, en fin de compte, qui a été échantillonné à 32 kHz, le fait de faire une interpolation n'extrapolera pas le bruit dans le domaine des fréquences. En fin de compte, le signal était contenu de moins 16 à 16. Une fois interpolé, c'est la même chose. On n'a pas changé le signal. Le signal est exactement le même. La seule chose qui a différencié, c'est qu'on a ajouté des échantillons pour augmenter la largeur de bande. En fin de compte, c'est le point de vue qu'on apporte à ce signal-là, mais le signal, lui, est exactement le même. Okay? Donc c'est pour ça qu'ici, il y a du bruit qui a été rajouté, mais c'est vraiment pas la même sorte de bruit qui est ici. Ici, c'est tout simplement du bruit de quantification, puis si on regarde, ça se trouve 80 dB en dessous de notre source de signal, donc c'est essentiellement négligeable. Maintenant, si vous vouliez changer l'échelle pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe, vous pourriez faire apparaître un menu spécial en pesant sur la roulette de votre souris. Ça, c'est un truc que je ne vous ai pas encore montré, mais en pesant sur la roulette de votre souris, il y a un menu qui va apparaître. Et puis, vous pouvez mettre, par exemple, le Control Panel, ici comme ça. Et puis, vous pourriez mettre du Moyen-Âge. Et puis, vous pourriez même changer le range ici, en Y. Donc, vous pourriez changer ça comme ça pour avoir un meilleur point de vue. Donc, ici, maintenant, on le sait que de toute façon, qu'est-ce qu'il y a ici qui est de 30, 40, 50 dB en dessous de notre signal d'intérêt, c'est négligeable. Donc ici, on le voit très bien que oui, le signal, maintenant, on le regarde dans une bande de 64 kHz, mais le bruit, il y a toujours la même largeur de bande, puis le signal, il y a toujours la même fréquence ici. Donc ça, c'est un élément qui était super important que je voulais réviser. Ensuite de ça, un autre point que j'ai peut-être pas mis assez d'emphase, c'est le phénomène de la fréquence de Nyquist qui semble ne plus être respecté ici lorsqu'on se trouve avec un signal complexe. Donc je vais donner un petit exemple. Je vais enlever mon Rational Resampler que je n'aurai plus besoin. Et puis je vais remettre ma fréquence d'échantillonnage à la même que les autres blocs qui génèrent les signaux. Puis on va tout changer ça pour un signal purement réel. Puis on peut même changer l'instrument pour un Qt GUI Sync, comme ça. Et voilà. Donc, si j'affiche ce signal-là, ici, on ne sera pas surpris de voir qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe qui se trouve à 0 Hz. Donc, tout ce qui est à droite, théoriquement, se trouve exactement de façon miroir à la gauche. Ici, on le voit très bien, justement, avec notre sinus. Maintenant, pourquoi on a ça? Comme on a déjà vu dans le cours sur les nombres complexes, c'est parce que tous les échantillons se trouvent sur l'axe réel. Okay? Donc, tous les échantillons sont échantillonnés avec un échantillon qui est réel, puis l'échantillon complexe est toujours à 0. Okay? Donc, ici, on le voit très bien, toujours à 0. Maintenant, quand je change ça ici pour des échantillons complexes, et on regarde le signal, ici on a perdu notre symétrie. Donc en fin de compte, ce qu'on peut dire, c'est que la bande passante utilisable vient de doubler en quelque sorte. Parce que ce qui se trouve à gauche, il peut avoir un signal, une porteuse qui se trouve à gauche, on peut avoir une porteuse qui se trouve à droite, les deux contiennent de l'information et les deux, on va pouvoir les utiliser. Contrairement à ce qu'on avait en signal réel, où est-ce que seulement que la moitié de la bande était utile. Donc ici, en utilisant des signaux complexes, on vient essentiellement de doubler la largeur de bande utilisable. Pourquoi? C'est parce que la constellation ici, on voit très bien, on est rendu dans un monde en 2 dimensions. Donc on a les échantillons qui sont en phase, et puis on a les échantillons qui sont en quadrature, donc des échantillons imaginaires. Donc l'ensemble de ces deux chiffres-là, ici on le voit avec des coordonnées justement à l'écran, ça fait un nombre complexe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une façon un peu vulgarisée de le dire, mais le fait de prendre 2 échantillons par période d'échantillonnage, donc ici on a une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz, mais on ne prend pas réellement 32 000 échantillons par seconde. C'est comme si on en prenait 64 000 échantillons par seconde, parce qu'on prend un échantillon réel, et puis on prend un échantillon imaginaire, ce qui fait
un échantillon complexe. Donc, c'est comme si on avait 64 000 échantillons par seconde, et dans ce cas-là, Nyquist a raison, parce qu'on a une bande passante de 32 kHz, donc moins 16 à 16. Okay? Comme je vous dis, c'est une façon un peu vulgarisée de le dire, mais la conclusion est la même, c'est que lorsqu'on échantillonne un signal avec des échantillons complexes, ça nous permet d'avoir une largeur de bande qui est égale à la fréquence d'échantillonnage. Ça, c'est super important parce que c'est quelque chose qui va nous être vraiment utile lorsqu'on va échantillonner des signaux à l'aide d'une radio logicielle. Parce que la radio logicielle va échantillonner avec des échantillons complexes. Donc, la fréquence d'échantillonnage qu'on va lui donner va correspondre à la largeur de bande du signal qui va être retourné dans GNU Radio. D'ailleurs, ça ouvre une porte vers WikiTG. Ça ouvre une porte pour parler de l'architecture des radios logiciels. Donc, comment ils sont conçus à l'intérieur. Donc, si on regarde la page portant sur le USRP, on a un diagramme vraiment intéressant ici qui explique comment c'est construit à l'intérieur. Donc, un USRP est capable de soit recevoir deux signaux à la fois, ou soit en transmettre un et puis en recevoir un. Pourquoi? Parce qu'on a un port, donc une connexion du USRP qui est en réception seulement, et puis l'autre connexion est capable de faire soit de la réception, soit de la transmission. Pour commencer, on va vraiment analyser tout le chemin qui se trouve sur le côté du récepteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le récepteur, donc c'est vraiment la connexion où est-ce qu'on va brancher l'antenne. Puis, ici, on peut l'ignorer, c'est juste un détail tout dépendant si on veut faire de l'acquisition ou de la réception, en fait, ici. Ensuite de ça, ce qu'on a ici, c'est des amplificateurs. Donc ça, c'est le premier élément qui arrive à la suite de l'antenne. Puis, c'est ces amplificateurs-là qui vont être changés avec le paramètre gain qu'on change dans GNU Radio. Donc, essentiellement, ce qu'on a, c'est qu'on a une antenne qui est branchée à une connexion et SMA, et puis ça s'en va directement à des amplificateurs. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on prend ce signal-là et on le divise en deux pour le mixer une première fois avec un signal qui n'est pas déphasé, et puis le même signal, mais cette fois-ci qui est déphasé de 90 degrés. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va être capable d'échantillonner le signal avec des échantillons complexes. Donc ici, ce qu'on va obtenir en haut, c'est l'échantillon qui est en phase, l'échantillon I. Donc au bon nom, on peut dire c'est la partie réelle du signal. Tandis qu'en bas, ça va être la partie qui va être en quadrature, ou on peut appeler l'échantillon Q, c'est l'échantillon qui va être imaginaire. Ensuite de ça, on prend soit l'échantillon imaginaire et l'échantillon complexe, les deux, on les passe dans des filtres passe-bas, et puis on les échantillonne maintenant avec un convertisseur analogique à numérique. Donc, tout ce qui se trouve à gauche ici, c'est purement analogique. Donc, le sinus ici qui est généré s'en va dans des déphaseurs avec des mixeurs. Tout ça est analogique. Même chose pour les amplificateurs. C'est vraiment à la droite du convertisseur analogique à numérique qu'on va se trouver dans un monde qui est numérique. Maintenant, le DDC ici, ça veut dire Digital Down Converter. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre le signal ici, qui est encore à une fréquence intermédiaire. Si ma mémoire est bonne, il va être centré autour de 10 MHz. Mais ce qu'on veut, c'est, une fois qu'on va envoyer le signal dans GNU Radio, ce serait beaucoup plus facile si le signal était centré à 0 Hz plutôt que 10 MHz. Donc, c'est ici que le Digital Down Converter va entrer en ligne de compte. Et puis, à la sortie de ce bloc-là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des échantillons qui vont être centrés à 0 Hz. Donc, maintenant, on va essayer de démontrer ça dans GNU Radio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ceci. Et puis, je vais mettre un RTL. RTL SDR, donc j'en ai un de branché à mon ordinateur présentement. Je vais mettre ça ici. Et puis, je vais mettre ma fréquence centrale 95.1 fois 10 à la 6 et avec un sampling rate qui, dans ce cas ici,
là, supposons qu'on veut avoir une largeur de bande de 1 MHz. On va mettre une fréquence d'échantillonnage de 1 MHz. Pour la raison que je viens d'expliquer, qui est, étant donné qu'on est dans des échantillons complexes, la largeur de bande du signal va être égale à la fréquence d'échantillonnage. Donc, si on exécute, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici première, donc la radio de Radio-Canada. On voit très bien que c'est un signal modulé en fréquence, donc c'est une porteuse qui se promène de gauche à droite. Et puis, on a une largeur de bande qui s'échelonne de moins 500 kHz à plus 500 kHz, donc ce qui correspond à la fréquence d'échantillonnage entrée qui est de 1 MHz. Maintenant, ce qu'on voit ici, est-ce réellement centré à 100 MHz? Parce qu'il y a une option qu'on peut changer dans l'instrument ici pour lui dire, par exemple, que le center frequency, on peut lui rentrer n'importe quelle valeur ici, par exemple, comme ça, 95.1 fois 10 à la 6. Donc, je pourrais réexécuter. Ici, il va me réafficher, oups, est-ce que j'ai bien rentré la valeur? Center frequency. Ah oui, je crois que c'est un bug avec l'instrument Qt GUI Frequency Sync. GUI Sync, on doit utiliser le frequency pour contourner ce problème-là. Donc, juste pour confirmer, si je mets la fréquence centrale à 95.1 fois 10 à la 6, et excusez-moi, oui, exactement, le center frequency comme ça. Et là, je crois que le problème va être réglé. Donc, effectivement, c'est un problème avec l'autre instrument. Donc, ici, ce qu'on a, plutôt que d'avoir un signal qui est centré à 0 Hz, on a un signal qui est centré à 95.1 MHz. Donc, lequel des deux a raison? Lequel des deux est exact? Est-ce que le signal est centré à 0 Hz ou il est centré à 95.1 MHz? Ce qui est important, c'est de faire de la distinction, parce que les deux réponses sont bonnes. Le signal tel qu'il est capté par le RTL SDR, c'est-à-dire le signal tel qu'il se trouve à l'antenne, directement ici, est réellement centré à 95.1 MHz. Par contre, ce que la radio logicielle va faire, c'est qu'elle va syntoniser cette fréquence-là, puis elle va le ramener, ce qu'on appelle, dans une bande de base. Donc, elle va ramener le signal dans une bande de base, et puis, c'est pour ça que ici, ce qu'on a, c'est réellement un signal qui est centré à 0 Hz. Okay? Donc, ici, on peut toujours mettre une fréquence centrale de notre instrument pour visualiser le signal tel qu'il est à l'antenne. Mais si on veut visualiser le signal tel qu'il est, point de vue échantillon numérique dans GNU Radio, la réalité, c'est qu'il est centré à 0 Hz, comme ça. Une façon de prouver que c'est bel et bien le cas, on peut mettre un filtre entre les deux. Donc ça, c'est une étape où est-ce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient eu de la difficulté la semaine dernière. Lorsque vous avez filtré avec un filtre passe-bas, vous aviez tendance à mettre un filtre passe-bande plutôt, qui était centré autour de la porteuse. Donc ça, c'est l'erreur typique parce que ici, les échantillons qui sortent du bloc source sont réellement centrés à 0 Hz. Donc si vous voulez mettre un filtre autour de la porteuse qui vous intéresse, par exemple ici la radio de Radio-Canada, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un filtre passe-bas qui va être centré, par exemple, autour de 200 kHz. En fait, je viens de me faire avoir parce que notre signal il est de 200 kHz de large, donc 100 kHz de moins 100 kHz à plus 100 kHz. Donc, si on veut faire un filtre passe-bas, il faudrait couper à 100 kHz pour garder que notre signal de Radio-Canada. En fait, comme vous le savez peut-être, le signal est réellement de 150 kHz, 75 d'un bord, 75 de l'autre, mais il y a quand même 200 kHz qui est réservé par canal. Mais on va quand même filtrer sur 200 kHz. Donc, on va mettre une transition de 200 Hz. Maintenant, si je filtre et je le montre à l'écran, on va voir qu'effectivement, ce qu'on a, c'est on a une porteuse qui était bel et bien centrée à 0 Hz. La preuve, on a filtré avec un filtre passe-bas, et puis la porteuse est passée sans aucun problème. Okay?
Okay? Donc, c'est une façon de montrer en fin de compte que le signal était bel et bien centré à 0 Hz. Donc, ça me donne l'occasion de présenter quelques éléments ici. Les paramètres du bloc RTL SDR Source pour l'utiliser de façon un petit peu plus judicieuse. Donc, essentiellement, la plupart des paramètres ils peuvent rester tels quels. Le sampling rate, pour sa part, lui, ça va être la largeur de bande de notre signal qui nous intéresse. À ne pas confondre avec le Channel 0 Bandwidth, ici, qui, je reviendrai dans un autre cours, mais lui, par défaut, vous pouvez toujours le laisser à 0. Ensuite de ça, la fréquence de la porteuse. Donc ça, le Channel 0 Frequency, ça va être vraiment la fréquence à laquelle on veut syntoniser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le signal qui va être retourné par le RTL-SDR est tout simplement un signal ayant une largeur de bande égale au sampling rate et qui va correspondre à ce qui se trouvait dans la bande RF centrée à cette fréquence-là. Okay? Comme on vient de voir avec l'exemple que je viens de faire avec la radio de Radio-Canada. Frequency Correction en ppm, tout simplement ce que ça veut dire, c'est de combien de hertz est-ce qu'on veut corriger la radio logicielle. Puis ça, c'est directement proportionnel à la précision de l'oscillateur du RTL-SDR. Donc, ça m'amène à vous montrer les caractéristiques de cette radio. Donc, on va ouvrir le wiki de TGE. Puis, on va ouvrir la page RTL-SDR. Comme ça. Donc, j'ai mis les spécifications ici. Donc, les fréquences qui sont supportées, c'est de 24 MHz à 1.766 GHz. Donc, ça, essentiellement, c'est les fréquences centrales que vous pouvez utiliser dans GNU Radio. Ensuite de ça, on a la largeur de bande. Ça va être directement lié au sampling rate. Donc, vous allez pouvoir mettre un sampling rate de 2.4 MHz. Puis ça, le fabricant garantit que ça va être stable dans cette largeur de bande-là. Tandis que si vous mettez une largeur de bande de 3.2 MHz, qui est non officiellement supportée, ça devrait fonctionner, mais le fabricant ne garantit pas la stabilité, en fait. Ensuite de ça, la précision de l'oscillateur, ça dit que c'est de 1 ppm. Et puis, il peut y avoir un offset allant jusqu'à 2 ppm directement là, à l'achat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour une porteuse de 100 MHz, si vous demandez à votre RTL-SDR de centrer à 100 MHz, il va y avoir une erreur, il peut y avoir un offset de 2 ppm. Donc, il peut y avoir un offset de 2 participants millions. Ici, on a une porteuse de 100 millions. Donc, il peut y avoir un offset de 200 Hz. Donc, normalement, oui, vous pourriez rentrer ici, mettons, si vous observez que votre porteuse, elle est bel et bien, elle a un offset, par exemple, de 100 Hz, bien, vous pourriez mettre une correction de -1 qui va avoir comme effet de corriger de -100 Hz. Par contre, ça ici, ce que je suggère de faire souvent, c'est d'utiliser ce que j'appelle un tuner local. Donc, c'est faire une multiplication avec un exponentiel complexe sur laquelle vous avez un contrôle. Vous allez avoir une bien meilleure précision qu'en utilisant la fréquence de correction en ppm. Ensuite de ça, RF gain, IF gain et puis BB gain. Ça, c'est le gain RF. Ici, on a le gain à la fréquence intermédiaire, puis ici, on a le gain dans le baseband. Donc, ici, j'ai encore mon schéma. Donc, on a 3 gains. On a un premier gain qui rentre ici dans tout ce qui est RF. Ensuite de ça, on a un deuxième gain qui se fait dans les fréquences intermédiaires, puis on a un troisième gain qui se fait directement en baseband. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le IF gain puis le baseband gain aux valeurs par défaut. Puis le RF gain, c'est lui qu'on va aller changer en fonction de si on veut avoir un peu plus de gain ou un peu moins de gain en fonction de la puissance du signal reçu. Donc, une des questions que vous pourriez vous poser, c'est comment faire pour savoir c'est quoi les gains qui sont supportés par le RTL-SDR.
Donc quand vous installez le RTL SDR, il y a des drivers qui sont installés en même temps. Et puis, vous pouvez les découvrir en faisant RTL, puis faire Tab. Et puis, vous allez voir les différentes applications que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez lancer le RTL SDR test, RTL test, comme ça. Et puis, il va vous afficher tous les gains qui sont supportés par votre radio logiciel. Donc, on a un gain de 0, 0.9, 1.4, ainsi de suite, jusqu'à un gain de 49.6 dB. Donc, essentiellement, les valeurs que vous pouvez mettre ici dans le RF gain, c'est n'importe quelle de ces valeurs-là. Puis, si je ne me trompe pas, si vous mettez une des valeurs qui se trouve entre deux gains, probablement que la radio va essayer de le mettre à une des deux valeurs, soit celle qui est la plus proche. Maintenant, vous fermez ça ici, vous pouvez faire soit peser le bouton X, faire CTRL-C pour arrêter. Donc voilà, c'est terminé. Donc maintenant, ça couvre pas mal tout ce que j'avais à dire par rapport à la radio logicielle RTL SDR. Maintenant, le USRP, qui j'en ai un également de branché en ce moment. Donc le USRP, comme on a dit tantôt, lui est capable de faire soit de la réception et de la transmission. Donc le RTL SDR, c'est comme s'il n'y avait que ce chemin ici, tandis que le USRP, lui, a deux chemins, un chemin en transmission et un chemin en réception. Donc, chemin en réception, c'est exactement la même chose, c'est ça ici. Tandis que le chemin en transmission, c'est tout simplement le chemin contraire. Donc, c'est les échantillons qui arrivent de GNU Radio, s'en vont à un Digital Up Converter. Ensuite de ça, ça s'en va à un convertisseur numérique à analogique, pour ensuite arriver dans un filtre passe-bas, pour être mixé encore une fois avec un signal qui va être en phase, puis un autre qui va être en quadrature, pour transformer nos signaux qui étaient ici IEQ, nos échantillons IEQ, en un signal qui va pouvoir être transmis ici par un amplificateur puis une antenne RF. Okay? Donc c'est essentiellement la même chose ici qu'on retrouve, mais en inverse. Maintenant, la différence avec le USRP, c'est que plutôt que d'avoir seulement qu'un source, on peut avoir soit un sink qui va être le transmetteur ou un source qui va être le récepteur. Maintenant, je vais passer au travers des champs qu'on retrouve dans le source. Donc, on a deux onglets ici qui nous intéressent, l'onglet général puis l'onglet RF Options. Par défaut ici, tous les paramètres devraient pouvoir être laissés par défaut, même le device address. Okay? Parce que le device address, en fin de compte, si vous n'avez pas touché à ce paramètre-là, ça devait être 192.168.10.2. Donc, si vous n'y touchez pas, puis vous laissez ça vide, par défaut, GNU Radio va le savoir, puis il va se connecter à votre radio logiciel correctement. Ensuite de ça, il y a plein de paramètres avancés que vous pourriez utiliser. Par exemple, vous pourriez faire de la synchronisation, vous pourriez utiliser des fréquences d'échantillonnage qui sont autres. Mais quelque chose qui pourrait être intéressant, que ça se pourrait que vous utilisiez pendant la session, c'est le clock source. Donc, nos USRP, en fin de compte, ils ont tous des radios, des oscillateurs internes, mais leur précision peut parfois laisser à désirer, surtout pour des applications très complexes, où est-ce qu'on, par exemple, si on veut faire du handover en téléphonie cellulaire, c'est vraiment important que les deux canaux qui vont être utilisés pour le téléphone pour passer d'un canal à l'autre, c'est vraiment important qu'ils aient exactement la même fréquence et il y a une cohérence vraiment importante entre les deux porteuses. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un GPSDO, qui je vais vous montrer ici rapidement sur Internet, sur à quoi ça a l'air. Donc c'est un oscillateur qui est combiné à un récepteur GPS qui permet d'avoir des précisions vraiment importantes. Il faudrait que je trouve les spécifications. Je vais essayer de GPSDO wiki. Sinon USRP.
Donc j'essaie de trouver en fin de compte les performances pour essayer de comparer un petit peu les performances d'un USRP lorsqu'il est muni d'un GPSDO versus lorsqu'il n'est pas muni d'un GPSDO. J'ai un tableau en tête que j'aimerais vous présenter, que je cherche à l'instant. Donc je vais juste poser la vidéo en attendant de le trouver. Donc voilà, je viens de le trouver. C'était justement sur notre page wiki. Donc ça, c'est les trois modèles que nous possédons au département. Donc nous avons des USRP2 qui a une horloge, ma foi, vraiment imprécise. Donc un VCXO ayant une stabilité de 20 ppm. Ensuite de ça, on a des N200 puis des N210 qui, par défaut, ont des stabilités de 2.5 ppm. Par contre, lorsqu'on les équipe d'un GPSDO, donc c'est le GPS Disciplined Oscillator, on a une précision inférieure à 1 ppb. Donc, ça devient une fréquence pratiquement parfaite. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir de faire des cas d'utilisation, par exemple, de faire du handover en téléphonie cellulaire. Donc ça, vous pouvez le changer ici, GPSDO, mais par défaut, vous pouvez faire pratiquement toutes les applications en utilisant la clock par défaut. Ensuite de ça, on a le sampling rate ici, qui va être exactement, encore une fois, la largeur de bande qui va être retournée par la radio logicielle, le block source. Ensuite de ça, dans l'onglet RF Options, on a la fréquence centrale, qui est la même chose que le RTL-SDR, le gain. Ici, le gain, il faudra aller voir dans la documentation du board qu'on utilise. Donc, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Ensuite de ça, ici, on a l'antenne. Donc, en réception, comme je disais, on a deux entrées possibles. Donc, TX-RX, qui sur le USRP, ça correspond au connecteur de gauche, le connecteur RF1. Et puis l'antenne RX2 qui est le connecteur RF2. Et c'est essentiellement ça. Ici, le bandwidth, c'est comme sur le RTL-SDR, on peut l'ignorer pour le moment, c'est juste pour des applications plus avancées, qu'on ne fera pas pour le moment. Maintenant, sur le USRP Sync, on a toute la même chose. Encore une fois, c'est possible de se synchroniser sur un GPSDO, par exemple. Puis les options, c'est exactement les mêmes. Sauf que cette fois-ci, dans les antennes, on va avoir un seul choix, qui est le TX-RX, parce que les deux ports sont capables de faire de la réception, mais un seul port est capable de faire de la transmission. Et c'est le premier, c'est le RF1. Voilà. Donc maintenant, comment faire pour savoir quelles sont les fréquences qu'on peut mettre dans le USRP comme fréquence centrale? Donc, tout comme le RTL-SDR, les drivers viennent avec les petites commandes que je vous ai montrées tout à l'heure, comme le RTL test. Le USRP, lui, il vient avec des commandes UHD. Et les deux qui nous intéressent davantage pour le moment, c'est UHD Find Devices et puis UHD USRP Probe. Donc, si je fais USRP Find Devices, il va m'indiquer s'il y a un appareil de branché présentement. Donc oui, effectivement, il y a un appareil. Ici, ça peut être un petit peu trompeur parce qu'il nous dit que c'est un USRP2, mais en fin de compte, ici, c'est la grande famille de USRP. Donc en fin de compte, il y a des USRP1 et des USRP2. Mais rappelez que les USRP N200 et N210 sont des USRP2. Maintenant, ici, on peut voir que l'adresse IP est par défaut. Donc si je fais un UHD USRP Probe, il devrait trouver la radio, puis exécuter quelques tests, puis aller avoir beaucoup plus d'informations sur l'appareil. Donc ici, UHD USRP Probe a retourné la version des drivers. Ensuite de ça, il dit Detecting Internal GPSDO. Donc, voyez-vous, il a trouvé un GPSDO sur le USRP que j'utilise parce qu'effectivement, il y a un GPSDO qui est branché à une antenne GPS présentement. Okay. Ensuite de ça, il va avoir des warnings, ça c'est tout à fait normal. Et puis on va avoir de l'information un peu plus approfondie sur le board, le main board, M-board. Donc ici on voit que même si c'est de la série USRP2, c'est la série aussi des N.
Donc, on a un N210 qui est de révision 4. Et puis, on a de l'information sur la MAC adresse, etc. Ensuite de ça, ici, on a les versions de firmware et puis de FPGA. Et puis, on a de l'information sur les boards RF qui se trouvent à l'intérieur. Donc, présentement, on a un board de type SBX, qui est la version 3. Et quelque chose qui est vraiment intéressant ici, c'est que les fréquences sont de 400 à 4.4 GHz. Donc, ça, à noter que ça peut changer, parce qu'au département, on possède des cartes de type SBX et aussi on possède des cartes de type WBX. Et puis, chacune des cartes vont avoir des spécifications qui vont être différentes. Donc, le gain, on se demandait tout à l'heure, c'était quoi les valeurs de gain possibles. Donc, on a des valeurs de 0 à 31.5 avec des pas de 0.5 dB. Donc, théoriquement, vous pourriez mettre n'importe quelle valeur qui se trouve entre 0 et 31.5 avec des facteurs de 0.5, puis ça devrait fonctionner. Et puis, donc ça c'est pour le RX, et puis on a un TX, la même chose, avec les mêmes valeurs de gain, les mêmes valeurs de fréquence. Donc maintenant, on va essayer de déterminer c'est quoi la différence entre les différentes cartes des USRP. Donc pour ça, on va aller sur USRP, sur la page de Ethos. Donc Ethos, c'est la compagnie qui a été fondée par Matt Ethos et puis qui manufacture les USRP, mais cette compagnie-là a été achetée il n'y a pas longtemps par National Instruments. Et puis National Instruments font aussi leur propre USRP. Mais ceux que nous possédons, c'est les USRP de Ethos Research qui sont encore en vente. Donc il y a plein de types de USRP. Nous, ceux qu'on a, c'est des USRP Network Series. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à l'ordinateur via un câble Ethernet, comparativement à d'autres qui peuvent être branchés, par exemple, avec des câbles USB. Donc ici, on a des USRP N210 et puis des N200. Donc si on prend le N210, par exemple, ici, on peut avoir des spécifications sur cet appareil-là, par exemple sur le convertisseur analogique à numérique, etc., les FPGA. Mais ça, j'aimerais vous indiquer que, je cherche mon schéma, voilà ici. Le USRP, en fin de compte, c'est lui qui va, le mainboard, c'est lui qui va décider toute cette section ici, en fin de compte, la section numérique. Par contre, tout ce qui est analogique, ça va être dicté par les cartes RF qu'on va mettre dedans. Donc, je vais vous montrer une petite image qui va montrer l'intérieur d'un USRP. Voilà, c'est comme ça. Donc, le USRP, donc on voit ici très bien que les câbles qui arrivent en avant, RF1 et RF2, s'en vont à un board ici qui est un board RF. Donc, on peut même voir ici que c'est un board de type SBX dans ce cas ici. Donc, le board SBX, il vient se placer par-dessus le mainboard, qui est le gros board qui se trouve en bas ici. Et on peut même voir ici un gros FPGA qui se trouve juste là. On a aussi, ici aussi, par exemple, le contrôleur Ethernet pour le port Ethernet. On a des power supply, des convertisseurs DC-DC. Puis on a plein d'autres pièces qui sont sur le mainboard, mais tout ce qui est RF se trouve sur le board RF qu'on appelle le daughter board. Maintenant, ça c'est tous des daughter boards qui sont compatibles avec le USRP N210 et les deux que nous possédons ici au département, c'est les WBX et puis les SBX. Donc les WBX sont capables de transmettre ou recevoir des signaux de 50 à 2.2 GHz. De 50 MHz à 2.2 GHz, tandis que le SBX est de 400 à 4.4. Donc il faut vraiment faire attention parce que si vous essayez de, par exemple, faire de l'acquisition d'un signal FM commercial, vous devez obligatoirement avoir un WBX, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Puis le message d'erreur n'est pas toujours clair, puis il n'y en a pas toujours, ça fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis je veux aussi attirer votre attention sur une nouvelle pièce d'équipement qui vient de sortir. Donc c'est un UBX40 qui permet de faire l'acquisition ou de la transmission sur des fréquences de 10 MHz à 6 GHz. Donc c'est quand même assez impressionnant.
Puis, lui aussi, ce qui est impressionnant, c'est les dissipateurs de chaleur qui sont par-dessus ce board-là, qui sont assez impressionnants aussi. Donc, si je reviens ici, donc tout ça pour dire que les fréquences que vous allez mettre ici, dans la fréquence centrale, ça va dépendre directement du board que vous avez dans votre USRP. Puis, je vous suggère très fortement de toujours aller le vérifier avant de faire l'acquisition de fréquences qui ne se trouvent pas de 400 MB à 2.2 GB, qui sont les fréquences communes aux deux, qui dans ce cas-là devraient toujours fonctionner. Soit dit en passant, je vous suggère très fortement dans le cadre du cours de toujours utiliser des fréquences qui se trouvent de... Je vais vous montrer comment les retrouver si vous avez besoin. Donc, des fréquences qui se trouvent de 902 à 928 MHz. Pourquoi? Premièrement, pour la raison que je viens de vous expliquer, que ces fréquences-là vont toujours être supportées, peu importe la carte qui se trouve à l'intérieur de votre USRP. Mais aussi parce que c'est des fréquences qui sont utilisées pour les radios amateurs. Donc, si vous brouillez des canaux amateurs, c'est beaucoup moins grave que si vous brouillez des signaux, par exemple, militaires ou bien commerciaux. Donc, je vous suggère très fortement, lorsque vous allez transmettre, même si c'est des radios FM ou peu importe la modulation, toujours utiliser des fréquences de 902 à 928 MHz. Ainsi, ça va éviter beaucoup de problèmes. La deuxième chose que je vous suggère de faire aussi, lorsque vous transmettez avec un USRP, de toujours mettre le gain à 0. Parce que quand vous allez, là je suis sur le source, mais on devrait aller sur le sync, de toujours mettre le gain à 0. Parce que quand vous vous trouvez à proximité de votre radio récepteur, par exemple votre RTL SDR, lui aussi vous pouvez le mettre à 0 dB, soit dit en passant. Quand vous êtes si près dans le même lab, rien ne sert de mettre trop de gain. Puis même que si vous mettez trop de gain, il peut y avoir des problèmes. Vous pouvez même briser vos radios. Donc, faire attention à ce petit élément-là aussi. Donc, je crois que je viens de couvrir l'ensemble des éléments que je voulais couvrir avec vous. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous aurez la chance de réécouter cette vidéo que j'ai refait pour vous, pour remplacer la vidéo qui n'a pas fonctionné durant le lab, la théorie de ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.